Alors bonjour, bonsoir chers amis, heureux de vous retrouver à nouveau, très content d'être parmi vous aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour un nouveau rendez-vous littéraire. Euh, je reçois quotidiennement des sollicitations ou autres, des messages venant des membres de la communauté. Nous sommes aujourd'hui 11 000 membres ou 11 000 adhérents. Et je remercie celles et ceux qui font que chaque jour la littérature perdure, qui font que le champ réflexif autour de la littérature soit possible. L'heure est grave, c'est vrai, la pandémie Covid-19 est toujours là, elle persiste, mais j'insiste sur ce fait d'ores et déjà établi qui voudrait que celles et ceux qui sont autour de la littérature ne perdent pas la foi en l'écriture, la foi en la lecture surtout. Et voilà. Donc je remercie celles et ceux qui sont présentes et présents aujourd'hui et nous entamons par ce biais le live de ce soir ou le post de ce soir du 20 août 2021. 20 août, une date grandement significative pour nous autres Algériens, les massacres du 20 août 55, mais aussi une date commémorative pour l'ensemble du peuple. Voilà, donc j'aimerais aussi revenir, mais pas en détail, sur, je dirais, la pandémie actuelle. Les temps sont durs, c'est vrai. En termes de production littéraire, le champ il est un peu biaisé, mais disons-le comme ça, les choses, je dirais, persistent, sont telles quelles. Nous sommes toujours là au service de la littérature, au service des mots, et voilà. Donc merci encore une fois pour celles et ceux qui sont présentes et présents aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Afif Mouats. Je suis, je dirais pas un grand lecteur, mais je dirais un lecteur assidu. Je fais des études en littérature. Je suis aussi professeur au collège de français. Pour les autres, j'allais dire les anciens, mais disons pour celles et ceux qui me suivent depuis maintenant plus de 5 ans, parce que la date de la création du groupe, ce groupe doctorat en littérature française, francophone et algérienne, je dirais, a été créé par moi-même en juillet, voire août 2016. En tous les cas, toutes les informations sont disponibles au niveau de la page. Voilà, donc je suis très satisfait d'être là toujours avec cette même hargne, avec cette ténacité, et je tends ma main à celles et ceux qui veulent toujours faire partie de l'aventure. D'accord. Donc nous commençons. Alors pour le live de ce soir, le titre c'est l'œuvre littéraire, production et réception à l'heure du Covid-19. Alors avant d'entamer le champ littéraire en matière de productivité ou en matière de lectorat, nous aurons inévitablement à parler du Covid-19 ou de la Covid-19 si on parle en termes de maladie ou de virus. Donc nous aurons à aborder la question du Covid et cette question elle est persistante, elle est encombrante, mais nous devons aussi passer par là. Avant d'en arriver là, il faudrait d'abord parler de ce que pensent les auteurs écrivains de l'écriture en temps de crise, ou ce que bon nombre de chercheurs qualifient comme écriture d'urgence. Quand on parle d'écriture d'urgence, on parle aussi de engagement littéraire, c'est-à-dire il est question d'écrire dans les heures les plus sombres de l'humanité. Et nous sommes dans les heures les plus sombres de l'humanité. D'ailleurs, certains disent que nous sommes en guerre contre ce virus, contre cette pandémie qui perdure pour la deuxième année. Nous devons être forts et fortes aussi. Et c'est ça le message préliminaire que les littéraires doivent livrer par leur écrit, par leur engagement, par leur parti pris. Alors, ce que pensent les auteurs écrivains de l'écriture d'urgence, de l'engagement littéraire, d'où d'ailleurs la question que je me pose et que toute la communauté littéraire semble se poser d'ailleurs. Peut-on écrire dans les heures les plus sombres de l'humanité? Alors,
Albert Camus, dans son discours de Suède en 1957, je cite, « Le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. » C'est-à-dire qu'Albert Camus ici, par cette citation que je reprends de son discours de Suède de 1957, il insiste sur le fait de passer à l'action, premièrement, et deuxièmement, il insiste aussi sur le fait d'aborder la littérature à travers les gens qui subissent cette pandémie, qui subissent justement ce lourd fardeau qu'est la Covid-19. Pour en revenir aussi à Jean-Paul Sartre, dans Qu'est-ce que la littérature ? Le philosophe, écrivain qu'il était, avait défini ainsi les tâches de l'écrivain engagé. Les bananes au meilleur goût quand on vient de les cueillir, invitant les écrivains à écrire pour leur époque. Donc, Sartre déjà parlait de cet engagement-là. Nous parlons aujourd'hui de l'engagement envers la littérature à l'heure de la Covid-19. Et quand je lis moi personnellement cette citation, les bananes ont meilleur goût quand on vient de les cueillir, c'est qu'il y a urgence d'écrire. On ressent, on voit, on le vit. Et justement, ce quotidien fait que nous devons décrire notre époque. En acceptant que leurs livres ne vivent que pour le temps, parlant des auteurs, dans lequel ils avaient été écrits. Produite dans l'urgence de la circonstance, la littérature engagée ou d'engagement, parce qu'on parle ici d'un engagement, quel est cet engagement ? Écrire dans les heures les plus sombres de l'humanité. Selon Sartre, était ainsi voué à une obsolescence rapide, les textes se périmant au même rythme que se modifiait la situation qui les avait générés. Il y a une avancée temporelle, il y a une avancée dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements, les gens se font vacciner, les gens malheureusement meurent, d'autres trouvent la force quand même d'écrire, et c'est justement cette envie-là d'écrire dans les heures les plus sombres de l'humanité. Je reprendrai toujours, je dirais, cette invective à l'égard de la Covid-19 à des fins, je dirais, littéraires. Alors, Roland Barthes affirmait quant à lui dans la préface d'Essais critiques, 1971, « Nul ne peut donc écrire sans prendre parti passionnément, quel que soit le détachement apparent de son message. On ne peut donc dissocier l'auteur, l'écrivain, romancier, nouvelliste, poète, du message qu'il véhicule. Surtout ce qui va ou ne va pas dans le monde, les malheurs et les bonheurs humains, ce qu'il soulève en nous, indignation, jugement, acceptation, rêve, désir, mais aussi l'angoisse. Écrire l'être humain tel quel. Écrire le monde. Mais d'abord, il faudrait le voir, le ressentir. Et c'est justement pourquoi Roland Barthes ne dissocie pas l'auteur, l'écrivain, le philosophe, penseur, intellectuel de son message. Ils sont dans une courbe commune et je dirais une courbe ascendante, du moins pour un temps. Pour Alain Robbe-Grillet, fondateur du Nouveau Roman, dans l'émission Le Cercle, sur France 2, parle d'une littérature après le désastre. Une littérature d'après le désastre. Il faudrait qu'il y ait un désastre. Et le Covid ou la Covid-19 est un désastre planétaire. Aussi bien, je dirais, à l'échelle sociale qu'à l'échelle économique, politique, etc. C'est un désastre aussi historique, parce qu'il va marquer les générations futures, et il va nous marquer nous-mêmes qui sommes en train de parler aujourd'hui, et vous-même, chers auditeurs, auditrices, lecteurs et lectrices, pourquoi ? Parce que votre littérature, votre écriture et votre lecture ne sera plus jamais la même. Alors pour Alain Robbe-Grillet, à la vue ou en commentant l'une des peintures d'Alichinsky, il revenait sur la littérature d'après-guerre par ces mots. On est sûrement d'une génération marquée par la guerre. La destruction de la vieille Europe sous les bombes, la destruction des valeurs humanistes. C'est quelque chose qui a probablement beaucoup marqué. Je pense que l'on peut dire du nouveau roman que c'est une littérature d'après le désastre.
Donc pour Alain Robbe-Grillet, le nouveau roman est une littérature d'après le désastre. Pourquoi? Parce que tous les romans qui convergent dans cette phénoménologie de la littérature, dans cette nouvelle vision de la littérature, où l'objet est le centre et le socle de la littérature, ou du roman, parler d'ailleurs du manifeste du nouveau roman, nous y reviendrons. Donc, la littérature d'après le désastre, d'après-guerre, c'est le nouveau roman. Quant au sociologue Pierre Bourdieu, sur le fonctionnement du champ intellectuel, nous orientons maintenant le débat vers une perspective beaucoup plus sociologique. Dans Regard sociologique, numéro 17-18, datant de 1999, pages 5 à 27. Alors, Pierre Bourdieu définissait l'intellectuel ainsi. On va recentrer le débat sur l'aspect sociologique de l'intellectuel. Alors, un intellectuel, pour dire les choses très simplement, c'est un écrivain, un artiste ou un savant qui sort de son champ avec l'autorité qu'il a acquise dans son propre champ pour aller hors du champ, exercer une action symbolique de type politique. Ici, il y a comme un mouvement qui va de soi vers cet objet. L'objet ici, c'est la politique. C'est l'objet désiré, vraisemblablement par la pensée ou bien par l'énoncé de Bourdieu. Donc, quand on parle ici de l'intellectuel et du champ, il y a une assimilation des deux. Premièrement, un intellectuel ne peut justement être en dehors de son champ, mais dès qu'il sort de son champ inhérent, qu'est la littérature, il va vers d'autres champs. Et le premier champ auquel il a affaire, c'est la politique. Alors je marque un temps d'arrêt avant de finir avec une dernière citation d'Edouard Saïd. Il y a la poétesse, docteur en littérature, mon amie que je chéris beaucoup, que je remercie d'ailleurs d'être là aujourd'hui, Iman Moussa, qui nous dit « Merci pour ces précieuses informations sur la littérature et de la catastrophe ». Donc, je lis ici, à travers la poétesse Iman Moussa, qui nous fait honneur d'être là aujourd'hui, je ne cesse de le dire d'ailleurs, parce qu'elle est sensible aux mots, parce que cette poétesse, elle a ce talent et cette capacité à écrire le monde. Non seulement elle revient sur son je dirais, terroir, mais elle explore un ailleurs universel. Ce qui la rend elle-même universelle et, je dirais, qui l'inscrit dans une certaine cosmologie littéraire. Donc, parler de la littérature de la catastrophe, c'est citer Roland Barthes, c'est citer Jean-Paul Sartre, c'est citer Albert Camus, c'est citer Iman Moussa, c'est citer tous ces auteurs, tous ces écrivains, tous ces poètes, tous ces essayistes qui, en période de catastrophe, en période de désastre et en période de crise, arrivent à trouver du recul, arrivent à trouver du sang-froid. Pourquoi? Pour écrire. N'est-ce pas là la quintessence d'une production intellectuelle en soi? Alors, pour Édouard Saïd, l'intellectuel engagé qu'il est, dont d'ailleurs l'une de ses œuvres, des intellectuels et du pouvoir, vous voyez, la question du pouvoir, elle revient assez souvent chez les intellectuels, qu'ils soient orientaux, maghrébins ou occidentaux, asiatiques ou autres, peu importe. Alors, dans Des intellectuels et du pouvoir, paru en 1996 aux éditions du Seuil, pour lui, pour Édouard Saïd, l'intellectuel n'est ni un pacificateur, ni un bâtisseur de consensus, mais quelqu'un qui engage et qui risque tout son être sur la base d'un sens constamment critique. Quelqu'un qui refuse, quel qu'en soit le prix des formules faciles, les idées toutes faites, les confirmations complaisantes des propos et des actions des gens de pouvoir et autres esprits conventionnels. Non pas seulement qui passivement les refuse, mais qui activement s'engage à le dire en public. Nous avons vu, sortant un peu du cocon de la littérature, Didier Raoult et sa défense, je dirais pas pertinente, mais sa désinvolture, cette envie de dire le monde tel qu'il le perçoit, de décrire la pandémie. Nous allons voir d'autres, je dirais, personnes, d'autres intellectuels, dans le cocon littéraire, qui ont justement pris le temps aussi d'écrire. Parfois des romans qui étaient,
je dirais, qui somnolaient, parfois d'ancienne écriture, parfois aussi, parfois aussi c'est des écrits qui datent un peu dans le temps, mais que l'on va remanier, que l'on va réécrire. C'est des écrits que l'on va ressortir pour justement avoir un impact sur le lectorat Covid-19. Voilà. Donc, d'abord, avant de passer aux publications durant la Covid-19, très rapidement et très sommairement, parce que le sujet, c'est aussi du champ productif de la littérature, mais aussi la réception. Comment nous, lecteurs, sommes-nous arrivés là, et comment est-ce qu'aujourd'hui on aborde la question littéraire à l'heure de la Covid-19? Est-ce qu'on peut facilement se déplacer dans nos bibliothèques? Est-ce qu'on peut, comme avant, faire des cercles de lecture et échanger avec nos amis? Est-ce que on peut, je dirais, moyennant une somme d'argent précise, passer des commandes aisément? Est-ce que ces livres vont nous parvenir rapidement? Est-ce qu'il y a possibilité justement de s'acquérir de ces livres facilement? Voilà. Donc avec là je parle de l'Europe, avec le pass sanitaire, ça rend les choses très difficiles parfois. Avec les restrictions, chez nous voilà, c'est le couvre-feu des 20 heures. Donc c'est très difficile d'abord d'acquérir un livre et ensuite je dirais de développer ce champ qu'on avait auparavant, d'être sain d'esprit, d'arriver à lire, d'arriver à critiquer, d'arriver à émettre des travaux consistants pour justement voir l'avenir. Alors il y a mon ami Feriel Hanouf, une Libanaise, une critique littéraire que j'aime beaucoup aussi et dont je partage souvent les statuts, qui nous donne l'exemple d'André Chédid et qui parle de la pandémie en général. Nous y reviendrons. Oui, parfois aussi c'est des best-sellers. Il y a aussi des questions intéressantes. Il y a mon ami Abdallah Draoui, universitaire à l'université de Skikda, professeur de français aussi, que j'admire beaucoup. Peut-on dire qu'il y aurait une littérature marquée par le Covid? Oui, j'y reviendrai tout à l'heure dans le troisième point, Abdalraouf, et donc je compte sur toi pour rester jusqu'à la fin. Voilà. Alors, le deuxième point d'aujourd'hui, passer l'engagement intellectuel dans les heures les plus sombres de l'humanité. Le deuxième point, c'est: a-t-on eu des publications durant la période Covid-19? Autrement dit, de février 2020 à septembre 2020, date de la rentrée littéraire. Donc, quand je dis ici, a-t-on eu des publications, c'est dans le champ littéraire, bien évidemment, tout ce qui est romans, pièces de théâtre, nouvelles, essais, poèmes, etc. Épopées et autres. Donc, voilà. Donc, je disais que ces publications-là, a-t-on vraiment eu des publications durant la période Covid-19? Oui, bien évidemment. Est-ce que ces publications ont été marquées ou teintées ou étaient en relation avec la Covid-19? Nous allons le voir maintenant. Je le disais tout à l'heure, l'ensemble des écrits ont été déjà préédités à l'avance. Des nouvelles, des romans, voire des pièces de théâtre étaient déjà chez les éditeurs, donc il n'y avait pas vraiment moyen de revoir ces écrits. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons eu droit à des parutions nouvelles. Alors, pourquoi est-ce que d'abord j'ai situé la période de février 2020 jusqu'à septembre 2020? Rappelez-vous, décembre 2019, voire un mois avant, peut-être novembre, il y avait déjà les échos de la Chine, il y avait je dirais, cette pas euphorie, mais il y avait déjà cette gestation qui fait que le monde est plus ou moins entendu à l'époque, je dirais, le début de cette pandémie. Il y avait les premières images fin janvier qui parvenaient de la Chine, des gens qui tombaient par terre, qui s'écroulaient, qui s'évanouissaient, qui perdaient connaissance. Donc nous avions droit à des scènes vraiment horribles.
Et personne ne s'attendait à cela. Ni économiquement, ni politiquement, ni littérairement aussi. D'accord? Donc, cette période est la plus marquante, je dirais, de la Covid-19. Parce que, premièrement, on ne connaissait pas encore la maladie. Et deuxièmement, c'était très délicat d'en parler. Il y avait ceux qui ont cru dès le départ à cette pandémie. Il y avait ceux qui ont, par mégarde, qui s'étaient aventurés vers des eaux troubles en prétextant que, voilà, ce n'est pas un virus, c'est un coup monté. Il y a les complotistes, les théories tirées un peu par l'oreille au début, disons-le comme ça. Mais il y a eu bien le Covid, nous sommes des survivants du désastre. Nous sommes, à l'heure d'aujourd'hui, des survivants du désastre. C'est-à-dire, aujourd'hui on est là, peut-être demain qu'on ne sera pas du tout là, tout simplement je le dis comme ça, mais nous sommes des survivants. Alors, février 2020, septembre 2020, c'est la période la plus critique de la Covid-19. Alors, pour les parutions, sommairement et très rapidement, alors nous avions eu droit à Marie-Hélène Lafont, Histoire du fils, Bûcher-Chastel, qui a reçu le prix Redondo, Étienne de Montetti, La grande épreuve chez Stock, qui a été couronné par le grand prix du roman de l'Académie française, le roman de Serge Joncourt, Nature humaine, chez Flammarion, le récit de Thibaut de Montaigu, La grâce Plomb, chez Plomb, qui a obtenu le prix de Flore, La loi du rêveur, de Daniel Pennac, paru dans la célèbre collection blanche de l'édition Gallimard, Miroir de nos peines de Pierre Lemaître, prix Goncourt 2013 avec Au revoir là-haut, qui clôt sa trilogie aux éditions Albin Michel, L'anomalie d'Hervé Letellier, paru dans la collection blanche des éditions Gallimard, prix Goncourt 2020. Alors, vous voyez, l'édition Gallimard, elle a, j'irai fortifié, il y a eu beaucoup de parutions chez Gallimard, Albin Michel aussi. Alors, Les évasions particulières de Véronique Olmy, chez Albin Michel, Amélie Nothomb, avec un léger roman, je dirais partiellement autobiographique, Les aérostats, chez Albin Michel aussi, Les graciers de Kerrian Millwood Hargrave, chez Robert Laffont, finaliste du prix Femina 2020, Le bowling du point du jour d'Elizabeth McCracken, chez Nil Éditions, Des baisers parfum tabac de Tayari Jones, chez Presse de la Cité, Un promeneur solitaire dans la foule d'Antonio Munoz Molina, aux éditions du Seuil, prix Médicis étranger, Le sel de tous les oublis de Yasmina Khadra chez Casbah Éditions, La discrétion de Faizagen chez Plan, Le pays des autres de Leila Slimane chez Gallimard et tant d'autres romans, nouvelles et recueils de poésie ont été édités en 2020. D'ailleurs, le recueil de poésie de mon ami Iman Moussa a aussi été édité en 2020. Alors, je reviens vers mon ami Friel qui nous dit que le livre de Nothomb, Les aérostats, je peux vous le donner par mail. Alors, Friel, s'il te plaît, tu pourras, à tout ce qui concerne les romans, si tu les as à ta disposition, ceux, bien évidemment, que je viens de citer, les mettre en lien. D'accord? J'essaierai aussi à la fin du live de mettre le lien. Sinon, allez-y directement sur Z Librairie ou bien sur bookineux.com. Il y a parfois aussi, on tombe sur des nouveautés. Sinon, il y a le groupe aussi, le Cercle littéraire algérien. Ils sont assez à la page, ils publient souvent les nouveautés. Alors, y a-t-il eu, pour répondre à la question, y a-t-il eu une littérature pendant la Covid-19? Oui. Mais est-ce que cette littérature, elle était en relation directe avec la pandémie? Préliminairement, non. Pourquoi? Premièrement, faute de temps. Deuxièmement, un auteur n'est pas, je dirais, à l'image de ces influenceurs qui prennent un peu au dépourvu les gens, avec des lives, avec des posts, etc., et qui peuvent s'exprimer. Ce ne sont pas des journalistes qui sont à la recherche d'informations, ou parfois aussi à la recherche du buzz. L'écrivain, poète, essayiste, l'intellectuel d'une manière générale, prend le temps de réfléchir. Il prend du recul et produit. Nul ne peut prétendre aujourd'hui produire un quelconque savoir en étant dans le tas, dans le vif du sujet. Robbe-Grillet, que je reprends, disait tout à l'heure une littérature
d'après le désastre. On doit d'abord vivre le désastre. On doit le comprendre. On doit comprendre ce qui nous arrive, n'est-ce pas? Et après, produire à tête reposée. Alors, j'aimerais revenir un peu sur quelques questions posées, parce que c'est l'intérêt, c'est l'interaction. Alors, mon ami Hibarayas nous dit l'année dernière... Oh là 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 là, c'est où? J'ai raté... Alors... Taf, taf... Je trouve plus ça... Alors, vous me permettez de... Voilà. Alors, l'année dernière, pendant la révision pour le concours de doctorat, parce que aussi c'est l'intérêt du groupe, c'est de... Je n'ai pas de préparer nos lauréats, celles et ceux qui ont le master pour passer le doctorat, mais c'est pour orienter un peu les débats vers une perspective aussi doctorale pour la recherche, pour préparer le concours. Alors, Hibarayas vous dit, l'année dernière, pendant la révision pour le concours de doctorat, j'ai fait une petite recherche sur la littérature épidémique. Là, j'ai découvert un article, si l'on peut dire qu'un critique français, William Marx, si tu le connais, c'est vraiment très intéressant. Tu nous laisseras en lien, comme ça toute la communauté va profiter de cet article. Et j'invite d'ailleurs celles et ceux qui sont là aujourd'hui, nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes 24, mais je sais que ces 24 sont les plus fidèles peut-être, ou bien celles et ceux qui ont trouvé le temps aujourd'hui pour être ici, ou qui ont jugé bon de l'être, voilà. Donc je dirais, je lance un appel à toute la communauté du groupe Doctorat en littérature française, francophone et algérienne. Publiez vos notes, publiez vos cours, publiez vos récits. Cet espace est pour vous. D'accord? Cet espace est pour nous toutes et pour nous tous. Et ça servira à se projeter et à comprendre ce qui nous arrive en ces temps sombres de l'humanité. Alors, pourriez-vous me l'envoyer par mail? Oui. Alors, oui, c'est un grand critique littéraire, je le connais très bien. Il y a Abdaraouf Draoui qui a écrit quelque chose. J'essaie de trouver son statut. Alors... Aussi un roman qui avait prédit cette épidémie de Don Meyer, L'année du lion, publié en 2016. Alors voilà un autre roman à ajouter aux romans qui ont été édités durant la première période de la Covid. Alors, Abdaraouf Draoui, mon ami de l'université de Skikda, nous dit « Je trouve que c'est une période tellement mouvementée dans l'histoire du monde, non seulement par le Covid, mais aussi plein d'autres drames. Je vois ici qu'il y a une allusion parfaite, une allusion, je dirais, peut-être objective, oui, mais moi en tant que, je dirais pas qu'analyste, mais en tant que simple lecteur, je dis ici à Raouf que le monde a toujours été ainsi. C'est-à-dire qu'il y a toujours, chaque décennie, je dirais chaque génération, si on prend en considération que 30 ans font une génération, chaque millénaire, chaque centenaire, il y a des grands changements, des grands bouleversements dans ce monde. Si l'on prend par exemple en matière de littérature le XXe siècle, on va assister à des chefs-d'œuvre. On assiste à des chefs-d'œuvre. Pourquoi? Posons-nous la question. Il y a eu d'abord la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'indépendance, je dirais, pratiquement de tous les pays. Il y a eu après la fin du socialisme et la fin du communisme pour entrer dans ce que l'on connaît aujourd'hui, ce libéralisme, parfois aussi ce libéralisme sauvage. Mais à chaque instant de l'humanité, il y a et il y aura toujours des situations rocambolesques. Et c'est ce qui fait la teneur de la littérature. C'est ce qui fait que nous nous devons d'écrire aujourd'hui, nous nous devons aussi de comprendre ce qui nous arrive à travers la lecture et à travers la production. Alors un dernier commentaire à lire peut-être. Alors c'est toujours Afif qui nous dit, Abdaraouf pardon. Alors Afif, au début de la pandémie et du couvre-feu, ça m'a renvoyé directement au chaos de la peste d'Albert Camus. Afif, c'est l'éternel retour. Mircea Iliad. Oui,
l'éternel retour, c'est un cycle malsain, c'est un cycle vicieux, mais heureusement qu'il y a ce cycle, n'est-ce pas? Je ne parle pas en termes de décès, je ne parle pas en termes de catastrophe planétaire, mais heureusement qu'aujourd'hui, l'humanité passe par ses heures les plus sombres, comme ça on va goûter aux joies du bonheur plus tard, comme ça on aura, je dirais, on saura la valeur de cette terre et la valeur de l'humain, parce que l'humain c'est un investissement, et la terre c'est un investissement. Nous devons donc, tous, littéraires que nous sommes, veiller à ce que la sauvegarde de l'humanité passe aussi par nos recueils, passe par nos lectures, passe par notre pensée. Et nous nous devons d'être rationnels, cartésiens et objectifs à la fois. Donc troisième point, et je dirais l'avant-dernier point de la soirée d'aujourd'hui, parce que je ne compte pas aussi m'éterniser, faute de temps, mais aussi parce que j'ai pas perdu l'habitude de faire des lives, mais voilà, j'aime être succinct, donner des points essentiels et lancer les débats. Voilà. Alors, troisième point, troisième question. Peut-on aborder la question du roman ou de la nouvelle épidémique? Alors, plusieurs auteurs ont bel et bien pris le temps par le passé d'écrire les romans, parfois des chefs-d'œuvre, autour d'épidémies diverses. Abdallah Draoui nous parlait tout à l'heure de la peste d'Albert Camus. L'engagement d'Albert Camus envers ce monde et envers la littérature passe aussi par là, passe aussi par la peste. Et il n'était pas le seul. D'ailleurs, Salah Belbacha, ici, un autre ami à moi, nous dit clairement que la notion de l'urgence est employée pour décrire la littérature dans une période critique. Nous avons déjà vécu deux périodes critiques, la décennie noire et la pandémie. Et il nous pose une question, y a-t-il un point commun entre eux du point de vue critique? Alors, est-ce qu'il y a un point commun entre la décennie noire et je dirais, et la pandémie Covid-19? Oui, du point de vue social. Non, du point de vue médical. Oui, du point de vue littéraire, mais partiellement. Je m'explique. Il s'agissait, dans un contexte algéro-algérien, d'écrire une littérature d'urgence pour comprendre les maux de la société. Il y avait l'islamisme, que je dénonce fervemment. Il y a eu aussi la montée des extrêmes. Il y a eu aussi un discours militantiste rageur. Les auteurs se sont emparés de tout ce champ pour nous faire à nous, des, je dirais pas des chefs-d'œuvre, mais des romans du moment, des romans d'urgence. Je citerai Yasmina Khadra, je citerai Meïssa Bey, il y en a d'autres bien évidemment, c'est les premiers qui me viennent à l'esprit. Deuxièmement, durant la période Covid-19, il n'y a pas eu vraiment de production, je dirais, qui porte sur le Covid ou qui porte sur des cas Covid ou qui porte sur la vie en commun durant cette période, j'appellerais de castration. Couvre-feu, masque, gel, etc., les décès, voilà. Donc cette période de castration, elle est, je dirais, elle peut être fructifiée, on peut sortir quelque chose de cette période, mais pour le moment, on n'a pas eu vraiment, sauf si je me trompe, de romans, de livres, d'essais qui portent sur cette pandémie. Il y a eu des recherches qui ont été faites sur le sujet, il y a eu des colloques qui ont été organisés, des séminaires, etc. Mais pour parler maintenant d'une production Covid-19, c'est très difficile de le dire. Et j'attends vos sollicitations pour parler justement de ces productions qui ont marqué, je dirais, la Covid-19. Alors, peut-on aborder la question du roman ou la nouvelle épidémique par le passé? Tout le monde est en train de me le dire sur commentaire. Je vais donner quelques romans, je dirais les plus marquants peut-être. Alors, Le Hussard sur le toit de Jean Giono, aux éditions Gallimard en 1951. L'intrigue suit un colonel de hussards qui traverse la province en proie à une épidémie de choléra. Donc, il y a aussi La peste d'Albert Camus, nous en parlions à l'instant, aux éditions Gallimard en 1947. L'histoire se déroule dans les années 40. Elle a pour théâtre Oran, durant la période de l'Algérie française, la période coloniale. Le roman raconte, sous forme de chronique,
la vie quotidienne des habitants pendant une épidémie de peste qui frappe la ville et la coupe du monde extérieur. C'est un peu la situation que vit aussi l'Algérie, la Tunisie et d'autres pays. Le monde. Alors, la quarantaine de Jean-Marie Gustave Leclésio, paru en 1995 aux éditions Gallimard, un roman qui met en scène deux frères, Léon et Jacques, qui, en 1891, retournent sur leur terre natale, l'île Maurice, à bord du navire Lava. À la suite d'une escale imprévue, deux passagers du navire sont atteints par la variole. Le bateau, qui ne peut accoster à Maurice, débarque alors ses passagers sur l'île plate où ils passent plusieurs mois en quarantaine. La quarantaine, ça nous renvoie justement à... D'ailleurs, il y a l'autre fois une situation assez, assez drôle. Il y a toujours des situations drôles avec ce Covid. Des gens sont obligés... j'entends dire que des gens sont obligés maintenant quand ils vont en France de passer 10 jours parce que notre pays il est en zone rouge quelque part. Donc nous avons aujourd'hui le moyen de détecter le virus. Nous avons aussi le moyen de se faire vacciner. Nous avons aussi cette politique de la mise à l'écart. Mais de là à parler de quarantaine, c'est que les choses sont vraiment graves. Donc je dis drôle pourquoi ? Parce que cela fait presque 2 ans qu'on rabâche dans les médias, dans les champs littéraires, dans notre quotidien, le sujet de la Covid-19, mais on n'arrive pas à en sortir. Pourquoi ? Parce que premièrement, la pandémie persiste, et parce que deuxièmement, dans l'imaginaire collectif et individuel des gens, nous sommes atteints. Alors, il y a aussi, je dirais, l'œuvre qui a le plus peut-être prédit ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est le fléau de Stephen King, The Stand, dans la version originale, dans la VO, chez l'éditeur Doubleday, traduit par Richard Matas et Jean-Pierre Guidiano, aux éditions Jean-Claude Lattès en 1981. Alors, l'histoire tourne autour je parle du fléau de Stephen King, hein, pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Alors, une pandémie de grippe créée en laboratoire se répand à travers les États-Unis et emporte la plus grande partie de la population. La même chose, le coronavirus se répand à travers le monde et emporte, je dirais pas la plus grande partie de la population, mais une bonne partie de la population à l'échelle mondiale. Les rares survivants se scindent alors en 2 camps opposés, reproduisant ainsi la lutte éternelle du bien contre le mal. Alors, ces 2 camps opposés, c'est les pro-vax et les anti-vax aujourd'hui. C'est celles et ceux qui croient au vaccin, mais à ses bienfaits, et les autres qui croient à la liberté de se faire vacciner ou non. Il y a d'ailleurs j'entends dire à la télé qu'il y a des professionnels de la santé qui refusent aujourd'hui de se faire vacciner. Et c'est insensé. Il faut aller se faire vacciner. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais on est en train de parler de littérature. Et voilà 3 exemples déjà qui portent sur une probable pandémie à l'échelle mondiale et internationale. Alors, il y a le prix Nobel Gabriel Garcia Marquez qui nous avait régalé avec L'amour au temps du choléra, paru en 1985. L'histoire se situe dans une abbaye fortifiée dans laquelle le prince Prospero s'est enfermé avec 1000 de ses courtisans afin de fuir l'épidémie foudroyante de la mort rouge, terrible fléau qui frappe le pays, indifférent au malheur des populations frappées par la maladie. Il mène alors une vie parsemée de vices et de plaisirs en toute sécurité derrière les murs de l'abbaye. Là, c'est pas l'histoire de Gabriel Garcia Marquez, mais c'est Le masque de la mort rouge d'Edgar Allan Poe. Ça, c'est juste au niveau de la prise de note. Alors, bon, il y a eu d'abord L'amour au temps du choléra du prix Nobel Gabriel Garcia Marquez et Le masque de la mort rouge d'Edgar Allan Poe qui nous conte l'histoire du prince Prospero qui s'est enfermé avec 1000 de ses courtisans dans une abbaye et qui s'était livré au vice et au plaisir, fuyant une pandémie nommée la mort rouge. Voilà, donc ça reste des exemples succincts de cette littérature d'autrefois qui, je dirais pas qui a prédit ou
qui a participé à ce qu'aujourd'hui on arrive à comprendre un peu ce qui arrive dans cette pandémie mondiale. Mais c'est des romans précurseurs qui nous donnent à lire un monde chaotique, un monde enclin, je dirais, à une déroute, à une faillite aussi, sur tous les échelles. Alors, mon ami Hibarayas nous donne La peste écarlate de l'écrivain américain Jack London. C'est un roman apocalyptique aussi. Donc voilà d'autres pistes à explorer au niveau des romans ou des écrits ou des œuvres qui portent sur la Covid je dirais, qui prédisent quelque part aussi cet univers apocalyptique que l'on subit aujourd'hui. Alors, le dernier point que nous aurons pour ce soir, voilà, mon ami Hiba vous donne le lien, d'accord, voilà le lien pour l'article, donc vous pouvez le lire. Merci Hibarayas, à toi aussi, bonne lecture. Je prendrai le soin de le lire et l'ensemble de la communauté aussi. Alors, le dernier point avant de vous laisser, alors le marché du livre. Alors, l'autre fois, je lisais sur le mur Facebook de l'auteur franco-tunisienne Wafa Rorbel. J'en ai déjà parlé en long et en large. C'est une amie, je lui passe le coucou si elle m'entend. Elle verra le live certainement après. Alors je lisais un article de l'un de ses amis, un article d'un arabophone, qui parlait du marché du livre en Tunisie. Alors nous, ici en Algérie ou ailleurs, j'imagine la situation est peut-être assez similaire, mais je reprends ici les traits, je dirais, les plus importants de cet article. J'ai essayé de traduire tant bien que mal l'article. Je vais vous lire simplement quelques-unes de ces idées les plus éclairées. Alors, le système du livre en Tunisie commence par l'écrivain et se termine par le lecteur, comme tout système du livre d'ailleurs. C'est toute une série complexe dans laquelle interviennent de nombreux acteurs. Mais c'est une série caractérisée par un échec lamentable à tous les niveaux, n'eût été de belles initiatives individuelles. C'est-à-dire, il y a certes une production, il y a bien évidemment des gens qui, au nom de la littérature, produisent, mais c'est très difficile de produire dans un contexte, je dirais, maghrébin. Voilà, parce que cette lecture, elle peut être assimilée à tout le Maghreb. C'est tout le Maghreb qui partage cet état d'esprit et je dirais ce système du livre chaotique et sa gestion chaotique aussi. Alors le travail passe par l'éditeur qui, si le comité de lecture est convaincu, passe à la relecture, puis à la composition, puis à la conception de la couverture. Ces étapes doivent être suivies de près pour que le résultat soit cohérent. Le livre va à l'imprimerie et sort chez le distributeur qui le livre aux bibliothèques et aux espaces commerciaux. Et là, il a son premier rendez-vous avec le lecteur. Bien sûr, un éditeur intelligent enverra des exemplaires gratuits aux influenceurs qui lisent ce genre. Le coût de l'impression maintenant. Il ne peut excéder 25% du prix du livre, ce qui signifie qu'un livre imprimé, au coût de 5 dinars, ne peut être présenté sur le marché à un prix inférieur à 20 dinars. C'est la loi du marché. Pourquoi ? Parce que le distributeur baisse la moitié du prix pour le partager avec la bibliothèque. Ainsi, 25% reste pour l'éditeur après le rachat de la presse à imprimer. L'auteur perçoit 10% du prix du livre, l'auteur perçoit 10% seulement du prix du livre, et l'éditeur paye ses dépenses constantes et des frais de relecture, parce qu'il y a un comité qui doit être payé, de composition et de couverture. Vous croyez que c'est facile de faire un livre ? Et il garde entre 5% et 10% du prix du livre comme marge bénéficiaire. Mon Dieu. Un désastre. Et j'ai voulu justement partager avec vous cette agonie du champ de production littéraire à l'échelle du Maghreb. Alors, j'aimerais bien aussi lire la production littéraire et le champ, je dirais, en termes de coûts en Algérie. Des études sérieuses doivent être menées. Peut-être qu'il y a eu des études déjà auparavant. Pourquoi le coût de l'impression peut-il représenter jusqu'à 25% du prix de vente ?
Eh bien parce que le papier est importé. Premier point. Oui, nous n'avons pas une seule usine qui fabrique du papier. Là, c'est l'ami de Wafa Orbel qui dénonce. Sinon, le coût aurait diminué et le prix de vente publique aurait diminué avec. Et un plus grand nombre de lecteurs auraient pu acheter le livre. Non, il existe des éditeurs chez qui le ministère de la Culture achète directement dans le cadre des achats incitatifs. Et il est le dernier à se soucier de la parution du livre. Le ministère accorde également des subventions sur le papier, mais elles sont limitées par rapport au coût total de l'impression. Donc, on ne peut subventionner vraiment le livre. Ça se faisait chez nous en Algérie par la SNED autrefois. Aujourd'hui, on ne peut subventionner vraiment le livre. C'est des maisons d'édition privées, parfois charognardes, parfois non. C'est des maisons d'édition de renom. Pour ne pas faire de la publicité, je ne les citerai pas ici. Mais que ce soit en Algérie ou en Tunisie, il y a des maisons d'édition qui prennent le relais de l'État pour justement produire, pour justement subventionner le papier. Alors, concernant les médias, il n'y a pas de séance télévisée dédiée aux livres. Et s'il y en a, c'est surtout l'ennui. Parce que, entre parenthèses, c'est moi qui m'exprime maintenant, parce qu'entre parenthèses, c'est lamentable ce qu'on est en train de voir à la télé en matière de littérature. À la radio, oui. Parfois à la chaîne 3, je parle de l'Algérie, parfois on invite des auteurs, des penseurs, des théologiens. Moi, la nuit, je me régale, pour être honnête avec vous. Alors, je reprends le poste de l'ami de l'écrivain Wafa Orbel. C'est surtout l'ennui. Et il est diffusé le dimanche après minuit. Rendez-vous compte, le dimanche après minuit. Quant à la radio, il y a ceux qui nagent à contre-courant, pour notre ami tunisien, comme Fares bin Souilah, etc. Il va citer quelques noms. Mais les quotas ne reçoivent pas assez d'attention de la part des directeurs de radio. Tout cela est pris en considération en dehors de la pandémie Covid-19. Imaginez ces difficultés de la production, ces difficultés de se faire lire et les difficultés pour les lecteurs de s'acquérir des œuvres de leur auteur préféré ou de leur genre préféré en ces temps de malheur. Donc, il est plus qu'impératif aujourd'hui de repenser la politique de la production des œuvres, qu'elles soient littéraires ou non d'ailleurs, à l'heure de la Covid-19. Un plan drastique doit être établi. Il faut travailler en concertation. Et ce n'est que par là que l'on peut prétendre à une littérature de la Covid-19, ou comme disait mon ami Abdelraouf Draoui tout à l'heure, ce n'est que par là que l'on peut produire une littérature marquée justement par la Covid-19. Donc voilà, toujours ravi de vous retrouver, chers amis, après une longue période d'absence. Je reviendrai très bientôt. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos messages. Je suis au service de la littérature, à votre service, l'humble personne que je suis. Et je ne cesserai de me combattre au nom de la culture, de l'art et de la littérature. Sayonara, merci à tous et à toutes bien évidemment. Au revoir.